Salut, aujourd'hui on est à la maison de l'astronomie et on va parler télescope. Mais vu que je m'y connais pas trop là-dedans, on va plutôt laisser la parole à un spécialiste et je vous présente. Je suis Didier Fabre, je suis le président de la maison de l'astronomie depuis 3 ans. Voilà comment c'est fait, un télescope de Newton. Donc la lumière qui arrive de l'extérieur, de l'infini, on considère, va rebondir sur le miroir qui se situe au fond. Et ensuite, à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a en fait un support. Ce support va soutenir un miroir qui est elliptique, mais qui est plat au niveau de la surface. Ce miroir est incliné à 45 degrés. Et donc du coup, vous allez avoir la lumière qui va rentrer comme ça, qui va rebondir, et ensuite qui va repartir sur le côté à la manière d'un périscope. Et donc l'observateur, il va observer depuis ce point-là, donc il va observer l'image qui va se former au foyer du télescope, il va placer son oculaire ici, et ensuite il va réaliser la mise au point qui lui permettra d'obtenir une image nette. Une autre partie importante de ce télescope, c'est cette petite lunette, qui est en fait une lunette très faiblement grossissante, qu'on appelle un chercheur. Alors c'est vrai qu'en France on appelle ça un chercheur, les anglo-saxons appellent ça un trouveur, un finder comme ils disent. Donc ils ont une autre vision des choses. Donc ce chercheur, afin d'aider l'observateur à trouver très facilement les objets dans le ciel, doit être calibré parfaitement avec le tube, c'est-à-dire qu'il doit se diriger dans la même direction que le tube optique. S'il regarde dans une autre direction, ça va être difficile pour l'observateur, par exemple, de viser la Lune. S'il vise la Lune avec un chercheur qui est déréglé, lui, le télescope ne va pas regarder dans la même direction. Donc ça va être très compliqué pour l'observateur d'aller chercher un objet comme la Lune, même si en apparence la Lune paraît très grosse et très lumineuse. Si le chercheur n'est pas parfaitement aligné avec le tube optique, ça va poser problème. Alors comment on fait? En fait, on prend un sujet fixe sur l'horizon, suffisamment lointain, et on fait en sorte que les deux instruments, le petit chercheur et le télescope, voient exactement la même chose. Alors, le diamètre de l'instrument, en fait, vous l'avez ici, c'est l'ouverture de l'instrument. Donc, dans le principe, et ça c'est un principe optique qui est général, plus l'optique est large en diamètre, plus elle va laisser passer de lumière, et plus vous allez collecter d'informations, et donc plus de détails. Donc, à grossissement équivalent d'un instrument à l'autre, ce sera toujours le télescope ou la lunette qui aura le plus fort diamètre, qui donnera le plus de détails. Ensuite, la focale, elle va déterminer ce qu'on appelle la puissance de l'instrument. Alors la focale, elle se mesure comme le diamètre en millimètres. C'est-à-dire c'est la distance qui va séparer l'objectif, donc soit le miroir, soit les lentilles, du point où se forme l'image, donc le foyer. Alors pour un télescope comme ça, par exemple, on a 750 mm, c'est-à-dire on a un parcours de la lumière qui mesure 750 mm entre le miroir et l'endroit où se forme l'image. Maintenant, si on a un télescope qui fait 1500 de focale, il sera 2 fois plus puissant que ce télescope-là de 750 de focale, même s'il a le même diamètre. Alors la lunette astronomique, c'est vraiment l'instrument le plus simple qui a été réalisé par les astronomes. Le premier à avoir dirigé une lunette vers le ciel, c'est Galilée. Et à partir de là, il a commencé à comprendre pas mal de choses, notamment que la Terre n'était pas forcément au centre du monde. Alors la lunette astronomique, bien sûr, à l'époque, elle était en 1609, lorsqu'il a observé les satellites galiléens, elle était beaucoup moins sophistiquée que celle-ci, avec un diamètre aussi beaucoup plus petit, et la lunette était aussi plus longue. Alors, la lunette astronomique, elle fonctionne avec un groupe de lentilles, c'est-à-dire que à l'instar du télescope, elle va capter l'image qui vient de l'infini. La lunette, les lentilles en fait vont collecter cette lumière sur l'ensemble de leur surface et on va concentrer l'image donc au bout de la lunette. Donc ce qui veut dire que l'image ne fait qu'un parcours dans le tube optique, contrairement au télescope qu'on a vu tout à l'heure où la lumière rentrait une première fois au fond du tube pour ensuite ressortir et être déviée sur le côté à 90 degrés. Là, la lunette, elle est toute simple, c'est simplement un tube optique, un groupe de lentilles ici, et c'est tout. On ne peut pas faire plus simple. Même principe que pour le télescope, on a toujours ce chercheur qui va aider l'observateur en fait, à viser l'objet qu'il veut observer. Toujours comme le télescope, on va mettre un oculaire, qui est un groupe de lentilles qui va donner un grossissement de nez. Donc, par exemple, si je prends cette lunette-là, qui fait 500 de focale, cette focale dont on a parlé, si je mets un oculaire qui fait 10 mm,
eh bien là, je vais obtenir un grossissement de 500 divisé par 10, c'est-à-dire un grossissement de 50. Si je mets un oculaire de 5 mm, je vais avoir un grossissement de 500 divisé par 5, c'est-à-dire de 100 fois. Alors ces lunettes-là sont très bien si l'on veut observer le ciel lointain, parce qu'elles sont très courtes, elles ne demandent pas beaucoup de grossissement, et donc du coup, comme on n'utilise pas beaucoup de grossissement, eh bien on ne va pas perdre trop de luminosité, donc c'est un objet qui est parfait pour faire l'observation du ciel lointain lorsqu'on bénéficie d'un très bon ciel, notamment en campagne. Alors après, les montures, il y en a différents types dans le commerce. Si je prends cette monture sur laquelle était installée cette lunette-là, ça, ce sont des montures qui sont relativement modernes. Déjà par leur conception, elles sont fabriquées à partir de matériaux très légers, du polycarbonate, donc quelque chose qui est très léger et très solide. Le mouvement qui est donné par la monture, il est soit horizontal, soit vertical. Alors là, je peux vous montrer à l'aide de la raquette de commande. Cette raquette de commande qui va permettre de diriger en fait l'instrument, comme on pourrait diriger un vrai télescope d'observatoire. Donc là, le télescope se déplace en hauteur, d'accord, ou sur le côté. Alors cette petite raquette de commande, elle est assez intéressante, notamment pour les gens qui ne connaissent pas le ciel. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément été formé à la reconnaissance du ciel. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à acquérir, il faut du temps, il faut de la pratique, donc ça peut prendre des mois, des années, pour bien reconnaître le ciel et savoir où se situent les objets invisibles à l'œil nu. Qu'est-ce que c'est? Regardez, ça ressemble quand même curieusement à ce qu'on a déjà vu. Ça ressemble à un télescope de Newton. En fait, c'est un télescope de Newton, avec plusieurs particularités. Donc déjà, là, on a un tube qui est ouvert. Alors, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, que le tube était plutôt fermé. Quel est l'intérêt d'avoir une structure comme celle-ci? Alors déjà, ça permet d'avoir un télescope plus léger. Ça, c'est une première chose. Et le système qui a été déployé par cette marque, en fait, au niveau du rangement, on va avoir un télescope qu'on va pouvoir compacter. Alors là, je vais dévisser les vis de maintien. Et si j'appuie, vous voyez, quand on range le télescope, il prend beaucoup moins de place. Ce système-là est relativement intéressant si on est amené à transporter le télescope très souvent. Alors, on revient dans sa position de fonctionnement. Voilà. Et donc, on se retrouve avec notre télescope de Newton. Alors, le fait qu'il soit fermé ou ouvert, dans l'absolu, pour la lumière, ça ne gêne rien. Parce que la lumière, elle continue à arriver. Elle va suivre son parcours au fur et à mesure qu'elle va rencontrer des miroirs. Ça ne va pas poser vraiment de problème. Le seul problème que ça peut poser, c'est si vous êtes dans un milieu où il y a de la lumière, là, ça risque d'être gênant parce que la lumière qui va venir sur les côtés risque de gêner l'observation. Donc, ce genre de télescope, on va plutôt l'utiliser en campagne, dans des endroits vraiment à l'abri de la pollution lumineuse. Là, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est un télescope qui possède un diamètre quand même assez conséquent. Ce diamètre-là, il est de 300 mm. Alors, avec un télescope d'un tel diamètre, on commence à atteindre des pouvoirs de résolution très intéressants. Et vraiment, à partir de ce diamètre-là, et si l'on possède un bon ciel, on commence à avoir les détails au niveau des galaxies. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec des diamètres inférieurs. Alors, ce télescope de Newton, vous avez vu qu'il est posé non plus sur une monture, comme on a vu tout à l'heure, une monture un peu plus complexe, une monture équatoriale. Mais là, on a une monture qui est très simple en mécanique, ce qu'on appelle en fait une monture halte azimutale, puisqu'on peut se diriger en azimut, c'est-à-dire à l'horizon et en hauteur. Mais cette monture halte azimutale, elle est posée au sol. En fait, cette monture-là a été inventée par un ecclésiastique anglo-saxon qui avait très peu de moyens et qui était passionné d'astronomie. Il fallait, en fait, pour pouvoir utiliser son télescope, qu'il invente une monture pas chère à la fabrication. Cet ecclésiastique s'appelle Dobson. Donc tous les télescopes montés sur ce type de monture, on appelle ça des télescopes de Dobson. En fait, ce sont des télescopes de Newton installés sur une monture de Dobson. Donc, on peut réaliser soi-même sa monture si on le souhaite. Il suffit d'avoir des bonnes planches de contreplaqué, avoir un peu la fibre bricoleuse. Et là, vous pourrez vous fabriquer éventuellement votre télescope et votre monture de Dobson à moindre coût. Alors ça, c'est encore un autre type de télescope, ce qu'on appelle un télescope de Maksutov Cassegrain. Ce télescope, vous allez voir, il a une grosse particularité. Vu comme ça, bon, c'est vrai que ça ressemble à un télescope ou une lunette astronomique puisqu'on regarde vers l'arrière. Mais si on y regarde de plus près, en fait, on voit que c'est bien un télescope puisqu'au fond, il y a un miroir, mais ce miroir est très creux. Il est taillé en fait dans une portion de sphère. Plus un miroir est creux,
et plus il a un pouvoir grossissant important. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à faire ça dans les foires, hein, vous avez les jeux de miroirs déformants. Hein, quand un miroir est bombé, eh bien, il vous allonge. Quand il est creux, ben, plutôt il a tendance à vous grossir. Ben là, c'est exactement la même chose. Ces défauts qui sont engendrés par la courbure du miroir, il va falloir les compenser. C'est pour ça qu'à l'entrée du tube optique, on a en fait une lentille qui elle aussi est très concave. Et la particularité de cette lentille, c'est de créer en fait les défauts inverses que crée le miroir. Et donc du coup, on va avoir des défauts qui vont s'annuler. Et l'autre particularité de ce télescope, c'est qu'il n'y a pas de miroir, on va dire physique. Vous avez un miroir physique, et l'autre miroir, c'est simplement le centre de la lentille qui est aluminisé, qui est réfléchissante. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle arrive toujours de l'infini, elle est fortement concentrée par le miroir qui est très creux, elle va être réfléchie à l'intérieur par la pastille qui est ici réfléchissante, et elle va retourner vers l'arrière pour que l'observateur puisse observer. Ce qui veut dire qu'en fait, que le miroir qui est au fond est percé au centre. Donc, la lumière, cette fois-ci, ne fait plus un parcours ou deux parcours comme elle le faisait dans la lunette et dans le télescope, mais elle parcourt 3 fois le tube. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. On a comprimé la focale, et donc du coup, on se retrouve avec un instrument extrêmement puissant dans un volume extrêmement réduit. Alors tout à l'heure, on parlait de focale. Si je prends ce télescope-là, eh bien, il équivaut en fait à 2 fois la longueur du télescope de Newton, du premier télescope de Newton que nous avons vu. Et en fait, il a exactement la même puissance que le gros télescope de Dobson que nous avons vu. Après, la différence, elle est au niveau du diamètre, puisque là, nous avons un télescope qui fait 127 mm de diamètre, mais on trouve des Maksutov bien plus gros, hein. On en a des 150, des 180, et bientôt, il y aura un 300 qui va sortir. Et là-bas, nous avions un télescope donc, de 300 mm, donc c'est vrai qu'on ne joue pas dans les mêmes cours en ce qui concerne les diamètres et en ce qui concerne les détails que nous allons capturer. Alors ces télescopes-là, ils sont beaucoup prisés des amateurs débutants parce qu'ils offrent tout de suite du grossissement du fait qu'ils ont une focale très longue. C'est très bien pour les personnes qui observent en ville, pour les citadins, qui eux n'ont pas d'autre choix que d'observer la Lune ou les planètes. Donc les objets très brillants. Alors ça, ce télescope-là, il est très bien pour ça, pour observer la Lune, les planètes, mais aussi les objets très compacts et détaillés du ciel profond, c'est-à-dire les amas globulaires, les nébuleuses planétaires, les étoiles doubles. Donc, et en plus, comme ils sont fabriqués à très grande échelle, ce sont des télescopes qui sont vraiment d'un rapport qualité-prix très intéressant. C'est l'idéal pour débuter lorsqu'on est en milieu urbain ou semi-urbain, ou si on désire découvrir les détails sur les planètes ou la Lune. Alors un autre type de télescope que nous rencontrons dans le commerce, ce sont les télescopes de Schmidt-Cassegrain. Alors le mot Cassegrain, vous l'avez déjà entendu avec le Maksutov, hein, Maksutov-Cassegrain. En fait, Cassegrain, c'est lui qui avait inventé les premiers télescopes de ce type, mais qui étaient pourvus de défauts de sphéricité assez importants. Alors, on a rajouté dans les années 70, avant le télescope était complètement ouvert. Maintenant, on a rajouté un élément qui s'appelle une lame de Schmidt. Alors cette lame de Schmidt, eh bien, elle joue le même rôle que la lentille ménisque que nous avions sur le Maksutov-Cassegrain. Son rôle, c'est simplement de compenser les défauts dus à la courbure du miroir qui se situe au fond. Donc on voit que ça fonctionne sur le même principe que le Maksutov-Cassegrain. À la différence près, c'est que ce télescope-là est plus ouvert, il va offrir moins de puissance de grossissement qu'un Maksutov, mais du coup ce télescope-là va être très polyvalent. Le Schmidt-Cassegrain, c'est en quelque sorte la machine à tout faire. Si vous voulez faire de l'observation lunaire, planétaire, c'est très bien. Si vous voulez faire de l'observation du ciel profond, c'est très bien aussi. Et si vous voulez faire de l'astrophoto, c'est aussi très bien. Donc on peut vraiment tout faire avec cet instrument. À la longue, ces instruments ont évolué. Maintenant, on peut même s'amuser à retirer le miroir secondaire. Alors vous allez me dire pourquoi faire? Parce que si on retire le miroir secondaire, eh bien, on ne va plus avoir l'image qui va se former au fond, en effet. Mais quand on retire le miroir secondaire, ces télescopes sont équipés d'accessoires en option qui permettent en fait de positionner à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où se forme l'image, une caméra. Et donc du coup, on va se retrouver avec un instrument qui va ressembler grandement à un téléobjectif catadioptrique d'un appareil photo, avec un rapport d'ouverture très faible. Et donc du coup, une luminosité extrême et des temps de pause très très courts pour aller photographier
les nébuleuses, les amas d'étoiles et les galaxies. Donc le Schmidt Cassegrain, pour celui qui peut se permettre de se l'acheter avec un budget qui est plus conséquent que le Maksutov, puisque la formule optique est plus complexe à réaliser, c'est vrai qu'on peut bénéficier ici d'un instrument de haute performance, surtout si on opte pour la version HD de ce système. Donc là, ce n'est pas la version HD, c'est la version basique, mais déjà, ça donne des résultats assez fascinants. Et c'est un outil qui est redoutable pour tout type d'observation. Même chose que pour le Maksutov, très compact, avec une focale très longue. Celui-ci, par exemple, c'est un télescope de 200 mm de diamètre, sa focale est de 2000. Ça veut dire qu'il est même plus puissant que le Dobson que nous avions vu tout à l'heure en ce qui concerne son pouvoir de grossissement, en ce qui concerne sa focale. On trouve des télescopes de Schmidt Cassegrain qui vont jusqu'à des diamètres de 350 mm. Donc avec de tels instruments, on peut s'amuser à aller photographier les détails dans la tache rouge de Jupiter, par exemple. Ce drôle d'engin, c'est une lunette astronomique, mais comme vous le savez certainement, on peut observer le ciel aussi bien la nuit, mais aussi le jour. Alors, si on peut observer avec cette lunette le jour, qu'est-ce qu'on peut bien observer? Eh bien, avec ça, nous allons observer le Soleil. Alors vous allez me dire, mais avec les autres instruments, on ne peut pas observer le Soleil. Si, avec les autres instruments, on peut observer le Soleil. Par contre, si je prends un télescope comme celui-ci, à l'entrée, je vais être obligé de mettre un filtre pour ne pas abîmer l'instrument, mais aussi, surtout, pour ne pas se brûler les yeux. Donc un filtre qui va filtrer 100 000 fois la lumière du Soleil. Puisque en fait, l'observation du Soleil doit être toujours faite, toujours réalisée avec le maximum de précautions. Mais en aucun cas, on ne peut observer le Soleil sans filtre. Dans tous les cas, il y aura un filtre à utiliser pour l'observation du Soleil. Le souci, c'est que lorsqu'on utilise un instrument traditionnel et lorsqu'on utilise un filtre traditionnel, en fait, toutes les longueurs d'onde qui vont venir du Soleil sont toutes mélangées dans ce qu'on appelle la lumière blanche. Et à part les taches solaires et ce qu'on appelle les zones brillantes du Soleil, ce qu'on appelle les facules solaires, et puis éventuellement pour mettre en évidence la rotation solaire, on ne peut pas observer autre chose que ces phénomènes-là. Et donc, si on souhaite isoler une longueur d'onde particulière du Soleil, pour aller observer notamment les éruptions solaires, ces jets de matière que l'on peut observer souvent à la télévision avec des prises de vue en accéléré, et bien là, vous pourrez les observer en quasi direct, avec un instrument qui est un instrument comme celui-ci. Donc ça, c'est un télescope solaire, il ne fait que ça, vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire de l'astronomie nocturne. Cet instrument-là, il est constitué à partir d'une lunette astronomique. Donc maintenant, vous savez ce qu'est une lunette astronomique. Elle est constituée d'un groupe de lentilles frontales. Et ensuite, elle va rencontrer un autre élément optique qu'on appelle un interféromètre de Fabry-Pérot. Alors, l'interféromètre de Fabry-Pérot, en fait, c'est un jeu de lames qui va être étalonné de telle manière à aller chercher la longueur d'onde qui nous intéresse. Et pour aller chercher cette longueur d'onde qui nous intéresse, sur cet élément-là, eh bien, nous avons ce qu'on appelle un tuner de pression. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, en fonction de l'endroit où on se situe, avant l'observation, on fait rentrer l'air dans cette cavité, et ensuite, on va revisser. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que ça fait pression, justement. Voilà, donc on visse, et au fur et à mesure que nous allons visser, il y a une pression d'air qui va s'exercer entre les deux lames de l'interféromètre de Fabry-Pérot. Et l'observateur, tout en observant, va voir les détails apparaître à la surface du Soleil. Comment va être le Soleil? Eh bien, le Soleil, il va être intercepté encore une deuxième fois par un groupe de lentilles et de filtres. Alors, enfin, c'est plutôt un groupe de filtres, réellement. Vous allez avoir un filtre à l'avant qui va rééjecter tous les rayons nocifs à la vue, donc ce qu'on appelle un filtre de rejet. Et au niveau du porte-oculaire, c'est-à-dire l'endroit où on va mettre le grossissement, à cet endroit-là, à la base, à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer en enlevant le capuchon, vous allez avoir un filtre qui n'est pas très gros. Vous allez avoir un petit filtre ici qui est de couleur rouge, qu'on appelle un filtre H-alpha. Alors pourquoi ça s'appelle H-alpha? Bien simplement parce que ce filtre va vous permettre d'aller observer
la longueur d'onde de l'hydrogène, H, d'accord. Et comme il y a différentes longueurs d'onde que l'on peut capter dans l'hydrogène, elles portent des numéros de lettres grecques, vous avez H alpha, H bêta, etc. Là, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le Soleil, on va observer ce qu'on appelle un H alpha. Et c'est uniquement dans cette longueur d'onde-là que l'on va pouvoir observer les éruptions solaires, les protubérances solaires, les filaments solaires, les taches solaires. Et ça va vous donner une image de couleur rouge, puisque le filtre est rouge. Donc vous verrez un Soleil qui sera de couleur rouge. Mais le gros avantage du Soleil par rapport aux autres objets du ciel, c'est que le Soleil est un astre qui est très animé, et donc on peut vraiment observer de manière animée toute l'activité solaire. Si vous avez la chance de tomber au moment où il y a une éruption solaire, vous verrez en quelques minutes cette éruption se propager dans l'espace interplanétaire. L'astronomie solaire, c'est très intéressant, c'est l'astronomie vivante, entre guillemets, et donc on ne s'en lasse jamais. Mais c'est vrai que ces petits instruments-là, qui sont très complexes à fabriquer, puisqu'ils sont pratiquement toujours fabriqués à la main, et souvent pour arriver à en réaliser un qui fonctionne, eh bien on en jette 2 ou 3, tellement c'est délicat à fabriquer, donc c'est sûr que leur coût est un peu plus élevé qu'une moindre petite lunette astronomique classique. Mais pour les personnes qui veulent se passionner par l'astre du jour, c'est vraiment très intéressant de posséder un instrument comme celui-ci, d'autant plus que le Soleil envoie beaucoup de lumière, donc il n'y a pas besoin d'avoir un télescope forcément de gros diamètre. Avec un télescope comme celui-ci qui fait 50 mm de diamètre, on voit déjà beaucoup de détails à la surface et autour du Soleil. Il faut choisir un instrument en fonction de plusieurs critères, hein, en fonction de 4 critères. On choisit un instrument astronomique déjà en fonction du lieu où on va l'utiliser le plus. Donc est-ce que ça va être la ville ou la campagne? C'est-à-dire, est-ce qu'on va voir beaucoup d'étoiles en campagne ou est-ce qu'on va voir peu d'étoiles en ville? Après, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire que de l'observation? Est-ce que vous voulez faire que de la photographie? Est-ce que vous voulez faire les deux? Ça va dépendre aussi de votre motivation à déplacer votre télescope. Est-ce que c'est un télescope qui va rester fixe dans un jardin ou est-ce que ça va être un télescope que vous allez transporter de la ville à la campagne? Donc, est-ce que vous êtes prêt à investir dans un instrument qui va être très encombrant ou peu encombrant? Et puis, ça va dépendre aussi de votre budget. Voilà. Si vous avez répondu à ces 4 critères, eh bien, pour nous, il sera très facile de vous proposer un instrument astronomique adapté à votre besoin. Rappelez-vous toujours que le télescope le meilleur pour vous, ça ne sera pas celui qui grossit le plus, ça ne sera pas forcément le plus gros, mais ça sera celui que vous utiliserez le plus. Voilà, j'espère que vous en aurez appris plus sur les télescopes et les optiques. On est venu à la Maison de l'Astronomie, ils nous ont accueillis chaleureusement, donc on les remercie vraiment beaucoup. J'ai eu droit à un café. Oui, c'est vrai, tu as eu droit à un café. C'est vrai, c'est vrai. J'invite les Parisiens à venir à la Maison de l'Astronomie pour en découvrir plus sur les optiques, mais il y a aussi des bouquins, genre celui de Bruce et de Florence, que je vous invite à acheter, à bouquiner, à dévorer. Mais en dehors des bouquins, il y a bien d'autres choses, et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles.